Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 2 juin 2025, je vais vous proposer l'exercice 1 portant sur les fonctions du sujet d'Amérique du Nord, qui est en fait le sujet 2 de ce cours que j'ai appelé sujet 3. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité maths experte, notamment tous les sujets de bac de 2021 à 2024 qui sont corrigés. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité, éventuellement m'envoyer un message. Merci à Paolo. L'énoncé. On considère la fonction petit f définie sur grand R par f de x égale x exponentielle moins x plus 2x moins 1. On admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur grand R, on appelle C de f sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan. On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f seconde la fonction dérivée seconde de f, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f'. Donc en fait f' c'est la dérivée première de f et f seconde c'est la dérivée seconde de f. Partie 1, étude de la fonction f. Question 1, déterminer les limites de la fonction f en moins l'infini et en plus infini. Deuxième question, pour tout Lx, calculer f' de x. Troisième question, montrer que pour tout Lx, f seconde de x égale x moins 2, facteur d'exponentielle moins x. Question 4, étudier la convexité de la fonction f. Question 5, étudier les variations de la fonction f' sur grand R, puis dresser son tableau de variation en y faisant apparaître la valeur exacte de l'extrémum. Les limites de la fonction f' aux bornes de l'intervalle de définition ne sont pas attendues. Question 6, en déduire le signe de la fonction f' sur grand R, puis justifier que la fonction f est strictement croissante sur grand R. Question 7, justifier qu'il existe un unique réel alpha tel que f de alpha égale 0, donner un encadrement de alpha au centième près. Question 8, on considère la droite delta d'équation y égale 2x moins 1, étudier la position relative de la courbe C de f par rapport à la droite delta. Partie B, calcul d'air. Soit n un entier naturel non nul, on considère l'aire du domaine dn délimité par la courbe C de f, la droite delta, et les droites d'équation respectives x égale 1 et x égale n. On note grand IN égale l'intégrale de 1 à n de x exponentielle moins x dx. Question 1, à l'aide d'une intégration par partie, exprimer IN en fonction de petit n. Question 2a, justifier que l'aire du domaine dn est IN. Question 2b, calculer la limite de l'aire du domaine dn quand n tend vers plus l'infini. Alors bien évidemment, l'idéal c'est de prendre ce sujet, de faire une prise de notes au fur et à mesure peut-être de l'énoncer, et puis d'essayer de résoudre les questions avec évidemment feuille et stylo et calculatrice. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie A, déterminer les limites de la fonction f en moins l'infini en plus infini. Bon, il faut quand même connaître l'expression évidemment de f de x qui est x exponentielle moins x plus 2x moins 1. Je conseille à mes élèves toujours d'ajouter le signe multiplié entre x et exponentielle moins x. Alors, je vais quasiment considérer que f c'est la somme de deux fonctions. La première fonction x exponentielle moins x, et puis avec la somme de la fonction affine kx associe 2x moins 1. Alors je vais commencer par chercher la limite du premier terme qui est sous la forme d'un produit. Alors d'abord on va travailler en moins l'infini, et on sait que x a pour limite moins l'infini. Et puis, si on s'intéresse à exponentielle moins x, quand x tend vers moins l'infini, alors on devrait quasiment utiliser une composée éventuellement, mais bon. Moi, j'autorisais mes élèves à donner la limite d'une fonction du type exponentielle ax ou exponentielle ax plus b directement, s'ils ne se trompaient pas. Quand x tend vers moins l'infini, moins x, l'exposant tend vers plus infini, exponentielle plus infini, c'est plus infini. Donc, on va pouvoir dire que la limite du premier terme, qui est un produit de facteurs, x multiplié par exponentielle moins x,
eh bien c'est moins l'infini multiplié par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Évidemment, c'est par produit. Bon, et puis la limite du deuxième facteur moins l'infini, bon, on sait que ça sera moins l'infini. Et donc, on va obtenir que on doit effectuer la somme de moins l'infini avec moins l'infini pour obtenir la limite de f de x. Alors là, je vais être un petit peu plus rapide dans le corrigé. En général, j'écris x exponentielle moins x plus 2x moins 1. Là, je vais écrire tout de suite f de x égale moins l'infini et c'est par somme. En plus l'infini maintenant, alors quand on regarde le premier terme, que j'avais appelé x exponentielle moins x, le deuxième terme, je l'avais appelé 2x moins 1. Bon, pour une fonction affine comme 2x moins 1, c'est pas très difficile. Pour le premier terme, bah déjà, x tend vers plus infini, et puis exponentielle moins x va tendre vers exponentielle moins l'infini, c'est-à-dire 0. Et donc, pour la limite, quand x tend vers plus l'infini du produit, x exponentielle moins x, eh bien, on a une forme indéterminée, je vais écrire FI pour forme indéterminée, du type plus l'infini multiplié par 0. Alors, dans le corrigé, vous verrez que j'ai écrit qu'exponentielle moins x l'emporte sur x. Alors, il peut y avoir parfois des professeurs qui trouvent que ça va un peu vite. Alors, je vais vous le faire un petit peu autrement. X exponentielle moins x, en fait, on peut l'écrire x divisé par exponentielle x. Et puis, dans le cours, on vous dit que la limite quand x tend vers plus infini d'exponentielle x divisé par x, c'est plus infini, car c'est exponentielle x qui l'emporte sur x. Et donc, ça va nous donner que la limite quand x tend vers plus l'infini de x divisé par exponentielle x, bah c'est l'inverse de plus l'infini, c'est 0. Bon, bah on connaît maintenant la limite du premier terme, en plus l'infini, c'est 0, et la limite du deuxième terme, 2x moins 1, ça sera plus l'infini, il suffira d'ajouter. La limite de 2x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, bah 2 fois plus l'infini moins 1 donne plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins x plus 2x moins 1, là je vais l'écrire, bah c'est 0 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Voilà. Question 2, pour tout réel x, calculez f' de x. Alors nous on sait que pour tout réel x, f de x égale x exponentielle moins x plus 2x moins 1. Donc pour le premier terme, on a un produit. Alors quand on a un produit, bah, on peut écrire la dérivée d'un produit. La dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Ici, u de x, c'est x. U' de x égale 1. V de x, c'est exponentielle moins x. Et donc, V' de x, c'est moins exponentielle moins x. Attention quand même, hein, on peut utiliser la formule exponentielle w, la dérivée c'est w' exponentielle w. Bon, donc, on va pouvoir calculer f' de x. Alors, on dérive la première fonction, on la multiplie par la deuxième, puis on ajoute en gardant la première fonction, en multipliant par la dérivée de la deuxième. Et puis 2x moins 1, bah, sa dérivée, c'est 2. Le coefficient directeur de la fonction affine, quasiment. Donc, f' de x va être égal à... Alors, allez, on va mettre tout de suite exponentielle moins x en facteur de 1 moins x
plus 2. Bon. Question 3, montrer que pour tout réel x, f seconde de x égale x moins 2 exponentielle moins x. Alors nous on connaît f' de x, 1 moins x exponentielle moins x plus 2. On va pouvoir mettre ici un multiplié. Bon, la dérivée de 2 c'est 0, donc on a besoin de dériver le produit à moins x exponentielle à moins x. Alors je vais le faire directement, on dérive la première fonction, moins 1 qu'on multiplie par la deuxième, plus on conserve la première fonction qu'on multiplie par la dérivée de la deuxième. Bon, je vais aller peut-être plus doucement que tout à l'heure, avec les histoires de signes moins. Ça nous donne moins l'exponentielle moins x, et puis moins, entre parenthèses, 1 moins x exponentielle moins x. Donc f seconde de x, eh bien, en utilisant le facteur commun exponentielle moins x entre les deux, bah c'est exponentielle moins x, facteur de moins 1 ici, moins 1, moins x c'est plus x. Et donc on va obtenir f de x égale, dans la parenthèse on a bien x moins 2, on multiplie par exponentielle moins x, j'ai changé les deux facteurs pour qu'on ait le résultat attendu. Question 4, étudier la convexité de la fonction f. Alors comme on connaît f seconde de x, on va étudier le signe de f seconde. On sait que c'est le signe de f seconde qui va nous permettre d'étudier la convexité de la fonction f sur le grand R. Alors on va rappeler évidemment l'expression de f seconde pour tout réel x. F seconde de x est égal à x moins 2 facteur de exponentielle moins x. Donc on a un produit de fonction et il s'avère qu'ici, exponentielle moins x, on sait qu'il est strictement positif pour tout réel x. Donc f seconde de x a même signe que x moins 2. Bon, pour connaître le signe de f seconde, on peut résoudre une équation. Pour quelle valeur de x, f seconde de x est-elle strictement positive? Ça signifie que x moins 2 est strictement positif, c'est-à-dire x plus grand que 2. Bon, donc on peut dresser le tableau de signes, après tout, de f seconde. Ça coûte pas cher. X, f seconde de x. On place la valeur 2. On sait qu'en 2, la dérivée seconde s'annule. Quand x est plus grand que 2, c'est-à-dire à droite de 2, on a un signe plus, et à gauche de 2, du coup, on a un signe moins. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger. F seconde est positif sur l'intervalle 2 plus infini, fermé en 2, donc f est convexe sur cet intervalle. 2 plus l'infini. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que f seconde est négative sur l'intervalle moins l'infini 2. Donc f est concave. Sur moins l'infini 2. Et puis, troisième chose, f seconde s'annule en 2. D'ailleurs, une seule fois. En changeant de signe. Et dans ce cas-là, on sait que la courbe C de f possède un point d'inflexion, et ici, en fait, elle n'en possède qu'un seul. Un seul point d'inflexion d'abscisse 2. Alors évidemment, on pourrait calculer son ordonnée. Il suffit de calculer f de 2 et on connaîtra
parfaitement ce point d'inflexion. Bon, je vais me contenter de l'abscisse 2. Question 5. Étudier les variations de la fonction f' sur grand R, puis dresser son tableau de variation en y faisant apparaître la valeur exacte de l'extrémum. Les limites de la fonction f' aux bornes de l'intervalle de définition ne sont pas attendues. Alors, on connaît, nous, f seconde de x, qui est égal à x moins 2 exponentielle moins x. F seconde, c'est la dérivée de f'. Donc, si on connaît le signe de f seconde, on en déduit les variations de f'. Et justement, on connaît le signe de f seconde, on l'a vu à la question précédente. Bon, il suffit de calculer, en fait, la valeur exacte de l'extrémum. Alors, comme on sait que f' de x est égal à 1 moins x exponentielle moins x plus 2 si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai rien sous les yeux au niveau des résultats, je vais vérifier. Donc on calcule f' de 2. Et f' de 2, bah, c'est 1 moins 2 exponentielle moins 2 plus 2. Donc f' de 2, on va pouvoir dire que c'est... Je vais d'abord placer le nombre 2, puisqu'ici 1 moins 2, ça donne moins 1, moins e moins 2. Bon, on peut essayer d'avoir une valeur rapprochée de ce nombre quand même. Et donc, l'arrondi à 10 puissance moins 2 de f' de 2, c'est 1,86. Le tableau de variation de la fonction f', donc on reprend nos valeurs, le signe de f seconde qu'on connaît. On va en déduire que f' est strictement décroissante sur moins l'infini 2. Ici, on va placer le minimum, 2 moins e moins 2. Et f' est strictement croissante sur 2 plus l'infini. On n'attend pas les limites. Bon. Question 6, en déduire le signe de la fonction f' sur grand R, puis justifier que la fonction f est strictement croissante sur grand R. Alors, je vous ai remis que une partie du tableau de variation de f'. Ce qui nous intéresse ici sont les variations de f'. Et puis, on a une valeur minimale qui est f' de 2, qui est égale à 2 moins e moins 2, qui est strictement positive. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Quel que soit x appartenant à R, par exemple, f' de x est supérieur ou égal à f de 2, et f de 2 est strictement positif. Donc, f' de x est forcément strictement positive. Et donc, f est strictement croissante sur R. Pour ceux qui y tiennent vraiment, on peut donc dresser le tableau de variation de la fonction f. F' est strictement positive sur R, donc f est strictement croissante sur R. Et on connaît les limites. En moins l'infini, la limite de f, c'est moins l'infini. Et en plus l'infini, la limite de f, c'est plus l'infini. Question 7. Justifier qu'il existe un unique réel alpha tel que alpha égale 0, donner un encadrement de alpha au centième près. Alors, une façon de procéder, c'est de donner ce fameux tableau de variation de la fonction f, et puis de dire que la fonction f va forcément passer par 0 une seule fois, pour une certaine valeur alpha de l'ensemble de départ. Alors moi, je préfère qu'on rédige en français et en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ce que je vais faire juste après. Alors, ce corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, on va utiliser 4 points essentiels. Premier point, c'est que la fonction f est dérivable sur R. Je vais d'ailleurs l'écrire sur moins l'infini plus infini. Donc, f est continu sur cet intervalle.
D'après les variations de la fonction f, on peut dire que f est strictement croissante. Ne pas oublier le mot strictement. Croissante sur cet intervalle. Pour l'instant, on travaille avec l'intervalle de départ, l'infini plus l'infini. Ensuite, on cherche l'image par f de cet intervalle de départ. Et on trouve bien le même. Alors, je vais l'écrire plutôt d'une autre couleur. Et puis ensuite, quatrième point, on dit que le réel qui nous intéresse ici, 0, appartient bien à l'ensemble d'arrivées que je vais colorier en rouge. Bon, à l'aide de ces 4 propositions, on va pouvoir dire que l'équation f de x égale 0 possède une solution unique notée alpha dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et ceci, c'est d'après le corollaire du théorème des valences intermédiaires. Ceux qui continueront des études de maths, il faudra rédiger. Conclusion. En fonction de la question donnée, peut-être, il existe un seul, ou un unique, je ne sais plus ce qui était dit, réel alpha, tel que f de alpha égale 0. Alors, on nous demandait ensuite un encadrement au centième de alpha, donc là, on utilise une calculatrice. Donc à l'écran, c'est une Texas Instruments, mais bon, vous devez pouvoir adapter votre propre calculatrice. Alors dans Y1, on va taper x exponentielle moins x. Bon, je vais mettre un multiplié, même s'il n'est pas obligatoire sur une calculatrice. Attention, signe opposé ici. Et puis plus 2x moins 1. Alors on fait un tout petit peu attention sur cette calculatrice qui n'est pas des graphes statistiques ouverts, graphe 1, graphe 2, graphe 3. Ils sont éteints ici. Et puis si on prend un zoom standard, bon, voilà ce qui se passe. Donc on peut peut-être un petit peu réduire les choses, régler la fenêtre, comme on la règle, def table. Début de table, on peut peut-être prendre comme une valeur négative, moins 2, et puis pas de 1 pour l'instant. Et puis tout en haut à droite, il y a au-dessus de graphe la table. Alors là, on voit l'image de moins 2, environ moins 20, je vais dire. Moins 6 environ pour l'image de moins 1. L'image de 0, c'est moins 1. Bon, alors si on veut un petit peu régler la fenêtre, on peut se dire on va travailler entre moins 1 et 4 ici, puisqu'on veut voir apparaître le 0 de la fonction f. Donc, x min moins 1, x max 4, et puis y min moins 6, y max 8. Moins 1. C'est plus ce que j'avais dit. Bon, on va mettre 4 par graduation de 1. Et puis, je vais reprendre la table parce que je n'ai plus le souvenir. Moins 6, 8. Pour les valeurs de y min. 0,6. 8. Gradation, on peut mettre 2 même si on veut, là. Entre moins 6 et 8, graphe. Bon.
Alors sur cette calculette, on peut dans un menu qui s'appelle calcul au-dessus de trace trouver le 0 de la fonction. Alors on se place, borne de gauche s'écrit tout en bas, donc il faut se placer à gauche du point d'ordonnée nulle. On peut se mettre ici par exemple, entrée, petit triangle qui se dessine, une droite verticale et puis entrée, on se place un peu à droite. Valeur initiale, peu importe, on peut se rapprocher aussi du point d'ordonnée nulle, entrée, et il nous dit que le 0 est atteint pour x environ 0,37, 8, 9, 2, bon. Alors ça aide parce que du coup quand on définit la table, bon déjà on sait qu'on est entre 0 et 1 quasiment, donc on peut commencer par vérifier que notre valeur alpha est comprise entre 0 et 1, puisque on passe d'un nombre négatif à un nombre positif. Bon, ensuite, on prend un dixième, on effectue ce qu'on appelle une méthode de balayage, et puis évidemment on constate qu'on passe d'une valeur négative à une valeur positive entre 0,3 et 0,4. Donc, def table, et puis ici on va placer 0,3 et maintenant on va travailler de 1 centième en 1 centième. Et on constate que on passe d'une valeur strictement négative à une valeur strictement positive pour x compris entre 0,37 et 0,38, donc on donnera une valeur approchée de f de 0,37, une valeur approchée de f de 0,38, et puis on pourra conclure que alpha est strictement comprise entre 0,37 et 0,38. Alors on récupère des valeurs approchées de f de 0,37 et de f de 0,38, et puis là on peut dire que f de 0,37 est strictement inférieur à 0, strictement inférieur à f de 0,38. Autrement dit, on peut dire que f de 0,37 est inférieur strictement à alpha, f de alpha, pardon, strictement inférieur à f de 0,38, et donc, comme f est strictement croissante sur r, 0,37 est plus petit que alpha, plus petit que 0,38, et ainsi on a un encadrement de alpha au centième. Petite cerise sur le gâteau, vous voyez à l'écran une figure réalisée avec GeoGebra avec en bleu la courbe de f, bon la courbe de f' en rouge et la courbe de f seconde en vert. J'ai aussi tracé la tangente TK au point K d'abscisse 2 à la courbe C de f. J'ai pris un point M sur la courbe C de f. Le point M, lui, il est libre sur la courbe. Alors là, on peut vérifier un petit peu la convexité sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2. Sur cet intervalle moins l'infini 2, la tangente au point M est située au-dessus de la courbe C de f, donc f est concave. C'est plus difficile d'aller voir ce qui se passe ici. Bien évidemment, vous pouvez tracer ces courbes avec votre calculatrice. Bon, le nombre alpha, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe de f et puis l'axe d'abscisse. Donc vous voyez alpha ici qui vaut environ 0,37, 38. GeoGebra va même peut-être vous donner voilà, dans la fenêtre algèbre, il y a un point Z d'abscisse 0,3718. Le point minimum de la courbe de f', je l'ai appelé C, il a pour abscisse 2. Le point d'intersection entre la courbe de f seconde et puis l'axe d'abscisse, je l'ai appelé A, il a pour abscisse 2 et pour donner 0 d'ailleurs. Voilà. Bon, et puis je vous ai distingué le plan en deux demi-plans, deux frontières à la droite d'équation x égale 2, puisque sur moins l'infini 2, la tangente M est située au-dessus de la courbe C de f. En revanche, sur 2 plus infini, la tangente Tm devra être située en dessous. Bon, alors quand on regarde la tangente TK, elle est
située au-dessus de la courbe sur l'intervalle moins l'infini 2, et a priori elle devrait être située au-dessus de la courbe sur l'intervalle 2 plus l'infini. Question 8. On considère la droite delta d'équation y égale 2x moins 1, étudier la position relative de la courbe C de f par rapport à la droite delta. Alors, ça veut dire que pour tout A et x, on va s'intéresser à une certaine fonction. D'ailleurs, je vais l'écrire comme ça. G de x égale f de x moins la fonction affine de x moins 1. Et le signe de g de x nous donnera la position relative de la courbe C de f par rapport à la droite delta. Donc ici, on va pouvoir dire que g de x, c'est x exponentielle moins x plus 2x moins 1 moins 2x plus 1. Et donc tout simplement, g de x va être égal à x exponentielle moins x. Comme exponentielle moins x est strictement positif sur R, on va pouvoir dire que g de x a même signe que x. Bon, le signe de x, il est connu, hein. Donc, je vais réaliser un petit tableau ensuite du signe de g de x en déduire les positions relatives de C de f par rapport à delta. Alors, je rappelle que g de x a le même signe que x, qui permet de dire que g de x va s'annuler en 0 et g va être strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. G va être strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert en 0. Comme g de x, c'était f de x moins 2x moins 1. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Tiens, je vais détailler un petit peu, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g de x est strictement positif, donc f de x va être plus grand que 2x moins 1, c'est-à-dire que la courbe de f est située au-dessus de la droite delta sur cet intervalle. Et puis, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, on va ouvrir en 0, g de x est négatif, donc f de x va être inférieur à 2x moins 1, ce qui veut dire que la courbe de f va être située en dessous de la droite delta. Et puis il va y avoir un point d'intersection, le point d'abscisse 0 est d'ordonnée f de 0, où 2 fois 0 moins 1, c'est moins 1. Ainsi, C de f est situé en dessous de delta sur l'intervalle moins l'infini 0, ouvert en 0. C de f est situé au-dessus de delta sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, C de f et delta ont un point d'intersection. J'ai dit que c'était un point A de coordonnée 0, moins 1. On peut calculer f de 0, on trouve moins 1. On calcule 2 fois x moins 1 pour x égale 0, on trouve moins 1. Petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, j'ai tracé la courbe C de f et la droite delta qui se coupent au point A. Et puis on constate bien que sur moins l'infini 0, C de f est situé en dessous de delta. Et sur 0 plus infini, C de f est situé au-dessus de delta. Question 1 de la partie B, l'aide d'une intégration par partie exprimée n en fonction de n. Alors pour tout entier n supérieur égal à 1, c'est dit dans l'énoncé que n est un entier naturellement nul. In c'est l'intégrale de 1 à n de x exponentielle moins x dx. Alors ici derrière le signe intégral, on a un produit de fonctions. Donc on va pouvoir intégrer par partie ici. On arrive à en fait ici plutôt dériver x et puis trouver une primitive d'exponentielle moins x. Donc je vais écrire in sous la forme intégrale de 1 à n. Comme on veut dériver x, on va dire que c'est u de x. Et puis on va dire que exponentielle moins x, c'est v de x. Bon, je vais le faire comme ça. En général, je ne le fais pas comme ça, mais pourquoi pas. Donc voilà nos deux fonctions. J'ai oublié de dire qu'ici, c'est v'. Et donc, in
est égal à, d'après la formule d'intégration par partie, u de x, v de x, le produit des deux, dont on va calculer la variation entre 1 et n, moins l'intégrale de 1 à n de, eh bien on échange la u' de x, v de x dx. Bon, ça vient de la formule de dérivée d'un produit. Hein. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Bon, alors ici, il serait bien de connaître, évidemment, maintenant, les fonctions u et v. Alors, on pourrait le faire, par exemple, je vais vous le faire ici à droite, u de x, c'est x. Donc, u' de x, c'est 1. Et puis, v de x, v' de x, pardon, c'est exponentielle moins x, et une primitive d'exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x, plus une certaine constante que je vais prendre égale à 0 ici. Et donc, on va obtenir, eh bien, u de x multiplié par v de x, il va y avoir un signe moins x exponentielle moins x, dont on calculera la variation entre 1 et n, moins l'intégrale de 1 à n, de u' de x qui vaut 1, multiplié par v de x qui est moins exponentielle moins x, dx. Bon, donc, in est égal à... Alors, je ne vais pas calculer la variation tout de suite, on va voir pourquoi après. Moins x exponentielle moins x entre 1 et n, moins, et puis là, on peut dire que c'est la variation de, on sait calculer une primitive de 1 fois moins exponentielle moins x, c'est tout simplement moins exponentielle moins x, donc ça donne exponentielle moins x. On l'a vu tout à l'heure avec v' de x et v de x. Donc la variation entre 1 et n. La différence des variations, c'est la variation de la différence, donc on va l'écrire ainsi. Cela nous donne la variation entre 1 et n de moins x exponentielle moins x moins exponentielle moins x, qu'on peut aussi écrire en mettant exponentielle moins x en facteur, moins x plus 1 facteur d'exponentielle moins x, variation entre 1 et n. Là, je vais m'arrêter un tout petit instant pour vous dire que eh bien, la fonction qui est entre crochets doit être une primitive de x exponentielle moins x, puisque in, c'était intégrale de 1 à n de x exponentielle moins x. Alors, on pourra le vérifier en prenant moins x plus 1 facteur de exponentielle moins x, dérivé, vérifier que c'est moins x exponentielle moins x. Et à ce moment-là, on est rassuré sur notre calcul, et donc on peut le poursuivre. Ainsi, on va trouver moins, on remplace x d'abord par n plus 1 exponentielle moins n, moins, et on va écrire 1 plus 1, tiens, facteur d'exponentielle moins 1. Et donc, in va être égal à... Alors, quand on regarde le deuxième terme ici, on obtient moins 2 exponentielle moins 1 et un signe moins devant, donc je vais le placer devant 2e exposant moins 1, moins, entre parenthèses, n plus 1, facteur d'exponentielle moins n. Alors je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit oralement avec l'écriture, voilà ce qu'on a réussi à démontrer, et donc on peut dire que la fonction qui a x associe moins x plus 1 facteur d'exponentielle moins x est une primitive de x donne, eh bien, x exponentielle moins x. Bon, je ne vais pas faire la vérification, vous pouvez la faire, hein. Vous prenez donc moins x plus 1 facteur d'exponentielle moins x, vous dérivez, vous devez obtenir x exponentielle moins x.
Question 2a, justifier que l'aire du domaine Dn est IN. Alors on disait que l'aire du domaine Dn, il est délimité par la courbe de f, la droite delta, les droites équations respectives x égale 1, x égale n. Alors ici sur le dessin, j'ai pris x égale 3, mais on va raisonner avec x égale n. Et puis on va faire comme si ici on était à n. Bon. Ce qui fait que si on veut même assurer ce domaine, voilà, on peut l'assurer ainsi. Donc voilà Dn, le domaine Dn assuré. Et donc on va pouvoir dire que Dn en fait, eh bien, c'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, tel que x va être compris entre 1 et n. Et puis, comme à une certaine question, on a démontré que sur 0 plus infini, la courbe de f, elle est au-dessus de la droite d'équation y égale 2x moins 1, on va pouvoir dire que y est supérieur ou égal à 2x moins 1, mais inférieur ou égal à f de x. Il suffit de prendre en fait un point M, de coordonnées x, y, vous voyez ici à l'intérieur du domaine assuré, et puis de se dire, voilà, que peut-on dire de l'abscisse de ce point? L'abscisse de ce point, elle est forcément comprise entre 1 et n, et l'ordonnée, elle est comprise entre f de x et 2x moins 1. Ce qui fait que l'aire du domaine Dn, on va pouvoir dire que c'est, alors si j'ai pas trop de place, je vais écrire en dessous, c'est l'intégrale de 1 à n, puisque x varie entre 1 et n. Et puis on prend la plus grande fonction, c'est-à-dire ici f de x, et on soustrait 2x moins 1, d'après le cours. Mais ça, on l'a déjà rencontré, f de x moins 2x moins 1, je l'avais même appelé g de x là, tout à l'heure, mais en fait c'est l'intégrale de 1 à n de x exponentielle moins x dx. Ce qui fait que ça nous donne bien grand IN. L'aire du domaine Dn, c'est grand IN en unité d'aire, bien sûr. Question 2b, calculer la limite de l'aire du domaine Dn quand n tend vers plus l'infini. Eh bien, on va pouvoir dire que comme l'aire de Dn est égale à IN, l'aire de Dn, c'est d'après une question, la question 1 de moins 1 moins n plus 1 exponentielle moins n. Alors, pour la limite en plus infini, on va avoir n plus 1 qui tend vers plus infini, mais exponentielle moins n tend vers 0, forme indéterminée. Donc, je vais un petit peu modifier l'aire de Dn en disant que c'est 2 facteurs de moins 1, moins, et puis là, on va développer n exponentielle moins n, moins exponentielle moins n, et puis exponentielle moins n va tendre vers 0. N exponentielle moins n ici va tendre vers 0 car c'est exponentielle moins n qui l'emporte sur n. Nous, on a trouvé la limite de x exponentielle moins x quand x tend vers plus infini. C'était 0. Et donc, on obtient cette limite. Et puis, il va nous rester évidemment le premier terme. Alors, allons-y. On va commencer par la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle moins x, on avait trouvé 0, donc la limite de n exponentielle moins n, c'est aussi 0. Ce qui est valable pour une variable réelle et valable pour une variable entière, la réciproque étant fausse d'ailleurs, attention. Et puis on sait aussi que limite de exponentielle moins n quand n tend vers plus infini, c'est 0. Ce qui fait qu'on va pouvoir en déduire que la limite quand n tend vers plus infini de l'aire du domaine Dn, ça va être 2e moins 1, moins 0, moins 0, donc il nous reste 2e moins 1. Dernière cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, j'ai réalisé une figure dynamique avec un curseur n que vous voyez en bas à droite dans le graphique 2, n va évoluer, je vais prendre n égale 3 pour l'instant.
Alors voilà pourquoi notamment tout à l'heure je vous ai fait une petite figure à la main, parce que delta et C2F sont tellement proches l'un de l'autre qu'on a un petit peu de mal à voir I3. Vous voyez, I3, sa valeur c'est environ 0,5366. Et puis dans le graphique 2, là je vais rafraîchir l'affichage, revenir à 1. Évidemment, il y a un, c'est 0. Donc, l'air est nul du domaine D1. Et puis, dans le graphique 2, j'ai placé la droite d'équation Y égale 2E-1. 2E-1, c'est environ 0,7358. Et puis, j'ai placé un point que j'ai appelé Sn, d'abscisse N et d'ordonnée IN, ou l'aire du domaine DN. En bougeant, évidemment, le curseur N, on voit évoluer le nuage de points Sn dans le graphique 2. Et puis, par exemple, pour n égale 10, on obtient l'aire du domaine D10, environ 0,7353, qui n'est pas très loin de 2E-1, 0,7358. Apparemment, la convergence de l'aire du domaine DN vers 2E-1 est assez rapide. Bon, dans le graphique 1, évidemment, on ne voit pas très bien, mais au fur et à mesure, on colorie le domaine. Bon. Voilà. J'espère que ça vous plaît, ce genre de choses. Cette vidéo est terminée pour moi, quasiment. Donc, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants et notamment les élèves de terminale qui vont passer leur bac, je suppose, dans les jours qui viennent. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir le premier sujet de Asie. Il me reste à vous dire le classique au revoir.